Pouvons-nous remonter le Titanic de sa tombe aquatique tragique? Un siècle après son naufrage légendaire, des scientifiques pensent que l'impossible pourrait être possible. Des ballons géants gonflables à la congélation de l'épave avec de l'azote liquide, rejoignez-nous alors que nous explorons des idées audacieuses et créatives pour récupérer l'iconique Titanic. Numéro 10. Congélation avec de l'azote liquide. Proposer d'utiliser de l'azote liquide pour congeler et soulever l'épave du Titanic est assez fou. L'idée est d'envelopper le navire dans un treillis métallique qui le protégerait pendant le processus de congélation. Cela créerait un bloc de glace solide qui pourrait flotter jusqu'à la surface, mais ce n'est pas aussi simple qu'il y paraît, puisqu'il faudrait pomper rapidement de l'azote liquide pour congeler l'eau environnante, transformant tout en une gigantesque masse de glace. Maintenant, l'un des plus grands défis ici est la quantité massive d'azote liquide nécessaire pour toute cette opération. On parle de congeler une zone de plus de 300 mètres de large qui a un navire de 27 000 kg reposant au fond de l'océan. Ça fait beaucoup d'azote. De plus, on ne peut pas simplement jeter un filet autour de l'épave. Créer ce treillis métallique est délicat parce qu'il pourrait perturber le fragile écosystème et il faudrait de sérieuses compétences en ingénierie pour y parvenir. Parlant de défis, n'oubliez pas qu'il faut acheminer tout cet azote liquide à une profondeur de 3800 mètres. La logistique ici est intense. Des centaines de réservoirs isolés seraient nécessaires à la surface juste pour collecter suffisamment d'azote liquide. Ensuite, il faudrait d'énormes pompes cryogéniques et des pipelines spécialisés pour déplacer cet azote à ces profondeurs hallucinantes. Autre chose à garder à l'esprit. Les températures et pressions extrêmes là-dessous. Si nous voulons que l'azote liquide reste à l'état liquide pendant que nous le pompons, nous devons gérer ces conditions très soigneusement. Des buses, des vannes et des contrôles de débit conçus sur mesure seraient essentiels pour gérer la haute pression et empêcher toute vaporisation rapide, ce qui pourrait complètement ruiner notre plan. En plus de tout ça, l'eau de mer est assez bonne pour isoler la chaleur. Elle absorbe une tonne d'énergie, ce qui complique encore plus le processus de congélation. Générer suffisamment de puissance de refroidissement pour maîtriser la chaleur de l'océan serait un obstacle énorme. Et il pourrait y avoir des problèmes avec les sédiments gelés qui affectent l'uniformité de la congélation. Au final, même si c'est une idée intéressante et théoriquement possible, la technologie et la logistique impliquées rendent cela très improbable dans un avenir proche. Il y a juste trop de choses qui pourraient mal tourner. Et les méthodes actuelles que nous avons ne sont pas assez avancées pour une tâche aussi monumentale. Numéro 9. Réservoir de flottabilité. Le RMS Titanic repose au fond de l'océan, enterré à plus de 3800 mètres de profondeur dans les eaux glaciales de l'Atlantique Nord. Ce navire monumental a coulé le 15 avril 1912 après avoir heurté un iceberg lors de son tout premier voyage. Tragiquement, ce désastre a entraîné la perte de plus de 670 vies en faisant l'une des tragédies maritimes les plus infâmes de l'histoire. Récemment, certaines idées folles ont émergé pour ramener le Titanic à la surface en utilisant des réservoirs de flottabilité. Le plan de base est d'attacher ces grands conteneurs remplis d'air au navire pour créer suffisamment de force pour le soulever. Mais il y a un problème. Ce navire est énorme, mesurant 269 mètres de long et pesant plus de 41 000 kg. Essayer de soulever quelque chose d'aussi lourd depuis environ 4000 mètres sous l'eau n'est pas une mince affaire, et personne ne l'a jamais fait auparavant. Pour relever ce défi, les ingénieurs devraient concevoir des réservoirs spécialisés capables de supporter l'immense pression là-dessous.
qui est d'environ 38 000 kg par mètre carré. C'est plus du double de la pression que vous trouveriez dans vos pneus. Fabriquer ces réservoirs signifierait utiliser des matériaux super résistants et ils devraient être testés minutieusement avant même de penser à les utiliser. Autre aspect crucial, l'air dans ces réservoirs doit être fortement compressé. Sinon, il pourrait imploser sous toute cette pression externe et ce serait un désastre. De plus, garder tout en équilibre est essentiel puisque le Titanic s'est en fait brisé en deux lors de son naufrage, laissant l'avant et l'arrière à environ 600 mètres l'un de l'autre sur le fond de la mer. Donc, déterminer combien de réservoirs sont nécessaires et leurs emplacements exacts serait super important pour soulever les deux morceaux ensemble sans causer de dommages supplémentaires. Toute cette opération implique également des outils de haute technologie. Ils auraient besoin d'équipements avancés pour transporter et attacher en toute sécurité les réservoirs à l'épave, en utilisant des véhicules sous-marins télécommandés pour un placement précis, et des plongeurs qualifiés pour tout fixer correctement à la coque. En plus de cela, ils devraient surveiller de près toute l'opération. Si même un seul réservoir se détache, cela pourrait tout déséquilibrer et gâcher tout le processus de levage. Enfin, il y a la question de comment faire descendre tout cet air comprimé jusqu'au réservoir. Cela nécessiterait une tonne d'air, ce qui signifie que de grands navires devraient monter flotter à la surface, équipés d'un solide système de tuyaux et de pompes pour acheminer l'air jusqu'en bas. Gérer tout cela depuis plus de 3800 mètres au-dessus du niveau de la mer ajoute une couche supplémentaire de difficulté à une opération déjà incroyablement complexe. Donc, bien que l'idée de relever le Titanic semble épique, il est clair que cela demanderait un effort monumental et une sérieuse innovation pour y arriver. Numéro 8. Soulever l'épave en morceaux. Imaginez une immense salle d'opération sous-marine remplie d'outils anti-robotiques high-tech, tous destinés à découper soigneusement le RMS Titanic alors qu'il repose sur le fond de l'océan. Le but principal est de briser ce navire historique en morceaux plus petits et plus faciles à récupérer. Cependant, ce n'est pas une tâche simple. Le Titanic est dans un état fragile et en décomposition, rendant le processus de découpe assez délicat. Donc, le plan est d'utiliser une technologie avancée pour créer des sections gérables. Au lieu d'essayer de soulever l'immense épave en une seule fois, l'idée est de la séparer en morceaux plus petits. Mais voilà le hic. Le succès dépend vraiment d'une découpe d'une précision extrême. Si quelque chose tourne mal, cela pourrait entraîner des complications par la suite. Un autre défi est que le Titanic est enfoui profondément dans l'océan, ce qui signifie qu'ils ne peuvent pas simplement plonger et le découper. Ils comptent sur des dispositifs robotiques ou des véhicules sous-marins sans pilote pour tout ce travail de découpe. Ça apporte son propre lot de problèmes car l'utilisation de ces technologies à distance peut rendre difficile de réagir rapidement. De plus, il y a des délais de communication et, tenez-vous bien, il n'y a pas de lumière naturelle là-dessous, ce qui n'aide pas du tout. Travailler dans l'obscurité totale signifie qu'ils doivent utiliser des caméras pour éclairer l'espace de travail. Les outils de découpe eux-mêmes doivent être assez puissants pour trancher l'épais acier, mais assez délicats pour pas endommager les zones fragiles du navire. Ils disposent d'une gamme complète d'outils spécialisés, comme des cisailles hydrauliques, des scies et scies à fil diamanté, des torches plasma et des coupeurs abrasifs, chacun avec ses avantages et inconvénients uniques. Choisir les bons schémas de découpe est également crucial. Ils doivent sectionner le navire de manière à maintenir sa structure ensemble et à éviter l'effondrement sous son propre poids. De plus, analyser la structure de l'épave n'est pas une promenade de santé, car sa décomposition et les débris à proximité rendent difficile de trouver des points de levage sûrs. En y repensant, il y a eu une tentative assez difficile en 1996 lorsqu'ils ont essayé de récupérer une pièce de la coque du Titanic.
Ils ont essayé de soulever une section de 20 tonnes kilogrammes en y attachant des ballons remplis de diesel. Le plan était de l'amener à la surface pour l'exposer dans un musée progressivement, morceau par morceau, mais ça n'a pas fonctionné. Quand les câbles ont rompu, cette section a replongé au fond de l'océan, entraînant une perte d'environ 1 500 000 $ et un grand revers pour l'opération. Numéro Z. Soulever avec des aimants. Un aimant puissant est comme un aimant sous stéroïde quand il s'agit d'attirer le fer. Cette idée devient encore plus fascinante quand on pense à utiliser des électroaimants super puissants pour soulever des parties de l'épave du Titanic du fond de l'océan. Avec cette technique innovante, on pourrait récupérer délicatement les pièces désintégrées du navire massif sans même les toucher, ce qui est plutôt cool. Alors, comment tout ça fonctionne? Ça repose sur ces gros électroaimants de récupération qui s'accrochent aux morceaux de fer et d'acier de l'épave, comme les plaques de coque et la charpente. Ces électroaimants produisent de puissants champs magnétiques en y faisant circuler un courant électrique. En théorie, cette force magnétique peut en fait soulever certains fragments de l'épave, même s'ils sont vraiment lourds. Mais c'est là que ça se complique. Générer des aimants assez puissants pour soulever des sections de plusieurs tonnes depuis les profondeurs sous-marines est un obstacle technique majeur. La pression extrême de l'eau et les surfaces qui ont été battues et corrodées au fil du temps signifie qu'on a besoin d'électroaimants avec des champs magnétiques super puissants et une tonne d'énergie. De plus, les câbles électriques connectant ces aimants doivent être renforcés. S'ils cèdent, tout pourrait s'effondrer pendant le levage. Maintenant, ces aimants doivent être assez intelligents pour attraper et lâcher les pièces rapidement afin de ne pas endommager les restes fragiles ou s'emmêler dans tous les débris. Les systèmes de contrôle doivent être impeccables, garantissant qu'ils peuvent attacher et détacher de lourdes pièces même dans les profondeurs noires de l'océan. Mais travailler avec toute cette intensité ajoute une couche de complications à une tâche déjà difficile. De plus, il y a des risques lorsqu'on soulève quelque chose d'aussi fragile que le Titanic. Avec des années d'exposition à l'océan, l'intégrité structurelle du navire est déjà compromise. Si on ne fait pas attention, le levage magnétique pourrait stresser l'épave, entraînant des fractures de corrosion ou même faire sauter des rivets, ce qui pourrait faire chuter des plaques. Et si les débris se déplacent et soudainement pendant le levage, ça pourrait casser les câbles et perdre ces précieux électroaimants. Bien que l'idée d'utiliser la force magnétique pour soulever délicatement l'épave du Titanic soit définitivement intrigante, elle n'est pas sans ses défis pratiques. Créer des électroaimants forts et précis capables de soulever ces grands composants détériorés des profondeurs de l'océan est un casse-tête de taille. Numéro Z. Explosion contrôlée. Les chercheurs font preuve de créativité avec un plan pour récupérer l'épave du Titanic en utilisant des explosions contrôlées. Le but ici est de briser le navire massif en morceaux plus petits et plus faciles à gérer tout en gardant sa structure globale intacte. Cette méthode implique de placer stratégiquement des charges explosives à des endroits spécifiques autour de l'épave, ce qui semble simple mais est en réalité assez compliqué. Au lieu d'explosifs typiques comme la TNT ou le RDX, ils envisagent des charges creuses conçues sur mesure. Ces charges spécialisées sont conçues pour appliquer une force explosive très précise, ce qui est crucial lorsqu'on essaie de rompre ces épaisses plaques d'acier du navire sans causer de dommages inutiles à l'épave elle-même. Mais c'est là que ça devient compliqué. Modéliser et analyser soigneusement où placer ces charges et dans quelle séquence est super important. Même une petite erreur pourrait entraîner des problèmes structurels significatifs ou un effondrement complet du Titanic. De plus, l'environnement sous-marin rend les choses encore plus imprévisibles. Les ondes de choc des explosions peuvent se comporter de manière que personne n'anticipe pleinement, surtout à des profondeurs océaniques extrêmes.
Une autre couche de complexité est que l'exécution de l'opération à de telles profondeurs nécessite une technologie avancée et un haut niveau de compétence pour s'assurer que ces charges sont placées avec précision. La surveillance en temps réel des détonations est également cruciale. Si quelque chose tourne mal, l'équipe doit être capable d'abandonner le plan sur le champ. Dans l'ensemble, bien que l'idée des explosions contrôlées offre une approche systématique pour récupérer l'épave du Titanic, il y a de nombreux défis pratiques qui pourraient rendre toute cette opération difficile à réaliser. Numéro 5. Ballon sous-marin. Imaginez essayer de remonter le Titanic, ce gigantesque navire qui a coulé il y a plus d'un siècle. Au lieu d'utiliser des réservoirs super solides qui pourraient y sembler logiques, certains suggèrent d'utiliser des ballons sous-marins ou des sacs de levage à air. Ces ballons sont assez flexibles, mais ils apportent de sérieux maux de tête de coordination, surtout lorsqu'il s'agit d'un navire colossal pesant environ 46 000 tonnes. Alors, c'est quoi le truc avec ces sacs de levage à air? Eh bien, ce sont des conteneurs gonflables conçus pour donner de la flottabilité sous l'eau et aider à remonter les navires coulés ou les cargaisons perdues à la surface. Le processus n'est pas juste une simple fête de gonflage, il implique de dégonfler soigneusement les sacs d'abord, de les attacher à des points spécifiques sur le navire immergé, puis de pomper de l'air dedans depuis la surface. Au fur et à mesure que les sacs se remplissent, ils commencent à flotter et créent de la portance, rendant possible de ramener l'objet massif à la surface. Maintenant, c'est là que ça devient compliqué. Le Titanic repose à une profondeur de 3800 mètres, ce qui signifie qu'il y a une tonne de pression là-dessous. C'est pourquoi les sacs de levage doivent être fabriqués à partir de matériaux super durables et flexibles, comme le Kevlar ou des matériaux synthétiques renforcés de fibres de carbone, pour éviter tout risque d'éclatement. Ils sont conçus comme de gigantesques oreillers, pesant souvent plusieurs milliers de kilogrammes, et ils sont équipés de sangles solides pour l'attachement et de valves spéciales pour pomper l'air à distance. Pour réussir cela, il nous faudrait des centaines, voire des milliers de ces sacs. Autant de sacs seront essentiels pour créer suffisamment de flottabilité pour soulever une coque aussi massive. Mais acheminer tous ces sacs dégonflés jusqu'au site de l'épave n'est pas aussi facile que de faire sa valise. Ça signifie faire face à des défis logistiques comme de multiples navires de soutien, des grues en haute mer et des véhicules sous-marins avancés. Une fois que ces sacs sont sur place, tout est question de placement méticuleux. Chaque sac doit être attaché en toute sécurité à l'épave, et ça nécessite une technologie de robotique et de navigation vraiment avancée. Vous ne pouvez pas non plus gonfler les sacs au hasard. Le gonflage contrôlé est essentiel. Si un sac se gonfle trop rapidement ou de manière inégale, ça pourrait déstabiliser toute l'épave ou même la faire se briser à cause de contraintes inégales. Surveiller le levage en temps réel est crucial, ce qui signifie qu'il doit y avoir un système de contrôle de premier ordre en place pour ajuster les taux de remplissage d'air et les séquences pour chaque sac au fur et à mesure qu'il monte. Donc, ramener le Titanic n'est pas juste un projet de science folle, c'est une opération vraiment complexe qui fusionne le génie de l'ingénierie avec l'attrait de l'une des plus grandes épaves de l'histoire. Numéro 4. Système de levage hydraulique. Les scientifiques pensent à une idée audacieuse pour soulever l'épave du Titanic du fond de l'océan en utilisant des systèmes hydrauliques qui peuvent généralement soulever des tonnes et des tonnes de poids dans les industries. Étant donné que le Titanic lui-même pèse environ 46 000 tonnes, la tâche n'est pas une mince affaire. Le plan est de placer d'immenses vérins hydrauliques sous l'épave et de les ancrer au fond de la mer, en utilisant de grosses plaques d'acier pour aider à distribuer la puissance de levage de manière égale. Pour que ça fonctionne, un fluide hydraulique à haute pression devrait être pompé depuis des navires à la surface à travers des tuyaux résistants pour alimenter les vérins. Ces vérins devraient bien travailler ensemble
en étendant leurs bras de piston petit à petit pour soulever lentement le Titanic. Mais voilà le hic. Créer des vérins hydrauliques capables de supporter l'immense poids du Titanic tout en résistant à la pression extrême trouvée au fond de l'océan est un défi de taille. Un autre gros problème est de placer les vérins au bon endroit. S'ils se connectent pas correctement, ils pourraient en écraser des parties de la coque, ce qui serait une catastrophe. À l'inverse, s'il y a trop de points de connexion, ça pourrait rendre tout le processus de levage super compliqué et déséquilibré. C'est pourquoi les scientifiques devraient-ils effectuer des analyses structurelles et des simulations approfondies pour déterminer les meilleures positions pour les vérins, afin d'éviter tout échec pendant le levage. Et imaginez juste essayer de coordonner plusieurs vérins hydrauliques qui sont à des kilomètres sous l'eau. Ça nécessite une précision folle pour les synchroniser parfaitement. Sinon, vous risquez d'endommager encore plus la structure du Titanic. Gérer les pressions et les débits ajoute une autre couche de difficulté, transformant ça en une opération à haut risque qui laisse peu de place à l'erreur. Bien que l'idée d'utiliser des vérins hydrauliques pour soulever le Titanic semble cool en théorie, la réalité est remplie d'obstacles techniques significatifs liés à la puissance, au contrôle et à la précision. En raison de ces défis, l'épave reste toujours clouée au fond de l'océan pour le moment. Numéro 3. Grue submersible. Imaginez le Titanic reposant profondément au fond de l'océan et maintenant imaginez des ingénieurs rêvant de grues submersibles pour le remonter à la surface. Pour que ça se produise, ils ont besoin de sérieuses compétences compétences en ingénierie avancée parce que l'épave est à plus de 12 000 pieds de profondeur où la pression est incroyablement intense, bien au-dessus de 24 000 kPa. C'est pas un environnement accueillant, donc les conceptions des grues doivent être innovantes, utilisant des matériaux résistants et une mécanique astucieuse. Ces grues seront pas de simples machines ordinaires. Elles devront être construites avec de solides bras de structure, des moteurs électriques et des systèmes hydrauliques capables de braver les conditions extrêmes de la zone Hadal, qui est la partie la plus profonde de l'océan. Une équipe d'experts en robotique sous-marine, forage offshore et même en technologie aérospatiale devra se réunir pour réussir ça. De plus, ils concevront des systèmes de contrôle avancés pour s'assurer que les grues peuvent se déplacer parfaitement parce que soulever le Titanic ne concerne pas seulement la puissance brute, la précision est essentielle. Maintenant, parlons de chiffres. Ces grues doivent être capables de soulever plus de 42 000 tonnes. C'est plus lourd que plus de 4 500 éléphants africains. Certains designs visent même à soulever plus de 30 000 tonnes, ce qui est à peu près le poids d'un porte-avions de classe Nimitz. Ça signifie que les ingénieurs auront plus de flexibilité dans leur approche de la tâche, ouvrant toutes sortes de possibilités. Après plus d'un siècle sous l'eau, le Titanic a connu de meilleurs jours. Sa coque est fendue, elle est corrodée, certains ponts se sont effondrés et des parties sont ensevelies dans les sédiments. Tout ça rend une manipulation soigneuse super importante. Les grues doivent s'attacher à l'épave avec habileté. Si elles se connectent pas correctement, ça pourrait causer de sérieux dégâts. Trop peu de connexion pourrait mener à un levage instable, tandis que les placer au mauvais endroit pourrait détruire des parties délicates du navire. Ça nous amène à l'équilibre crucial entre force et délicatesse. Les mouvements de la grue doivent être incroyablement précis, comme un chirurgien réalisant une opération complexe. Ils doivent combiner la puissance de levage avec la douceur pour éviter d'autres dommages. Qu'ils puissent ou non relever le Titanic dépend de ce mélange parfait. Dans l'ensemble, ces grues submersibles symbolisent l'intersection entre une ingénierie robuste et une manipulation délicate, offrant une véritable chance de ramener le Titanic historique à la lumière après toutes ces années. Numéro 2. Levage par câble. Alors, il y a cette idée folle de sortir le Titanic de sa tombe aquatique, et tout tourne autour de l'utilisation de câbles et de grues. Imaginez de puissantes grues montées sur de gros navires,
attendant juste d'attacher de solides câbles à l'épave et de commencer à la treusiller. Ça a l'air facile, non? Eh ben, pas vraiment. L'épave pèse plus de 46 000 tonnes et c'est pas une mince affaire. Pour relever ce défi, il vous faudrait des câbles fabriqués avec des matériaux vraiment résistants, comme le polyéthylène à ultra haut poids moléculaire. Ce matériau est super résistant et peut résister à la rouille et à toute la pression d'être en profondeur sous l'eau. Et n'oublions pas les plus grandes grues pépulirus de sauvetage maritime du monde. Celles-ci devront être sur des navires de levage lourds spéciaux, prêts à entreprendre cette tâche monumentale. Maintenant, c'est là que ça se complique. Le Titanic est brisé en 2 sections principales et attacher solidement les câbles n'est pas une promenade de santé. Ça va nécessiter des robots submersibles avancés et des plongeurs qualifiés pour trouver les bons endroits pour ces attaches. Ils doivent s'assurer qu'ils fixent les câbles aux parties les plus solides de l'épave. S'ils ne le font pas, ils pourraient provoquer une défaillance catastrophique, et on veut définitivement pas ça. Un autre aspect crucial est de s'assurer que les grues soulèvent tout en synchronisation. Si une grue va plus vite que l'autre, le tout pourrait pencher ou finir par mettre beaucoup trop de stress sur l'épave. Pour éviter tout problème, ils doivent tout surveiller en temps réel et ajuster aux besoins pour garder le levage équilibré. C'est un processus compliqué, mais avec le bon équipement et la précision, qui sait, il pourrait bien y arriver. Numéro 1. Déplacement de masse. Il y a cette proposition intrigante pour relever le Titanic et elle implique d'utiliser de la mousse expansive pour rendre l'épave suffisamment flottante pour flotter. L'idée principale est de remplacer toute cette eau à l'intérieur de la coque du navire par quelque chose de plus léger, comme de la mousse flottante. Cette mousse, qui est faite de matériaux comme le polyuréthane et l'isocyanurate, a ces petites poches d'air qui la rendent moins dense que l'eau. S'ils parviennent à remplir l'épave avec suffisamment de mousse, la densité globale du Titanic pourrait diminuer. Maintenant, grâce au principe d'Archimède, ça pourrait signifier que le navire de 46 000 tonnes pourrait réellement se soulever du fond de l'océan. Mais voilà le hic. Réaliser ce plan en toute sécurité n'est pas une mince affaire, et il y a de sérieux obstacles logistiques à surmonter. Tout d'abord, transporter toute cette mousse expansive jusqu'à l'endroit où repose le Titanic est un très gros défi. Il devrait mélanger et pomper d'énormes quantités de mousse à travers des kilomètres de tuyaux résistants capables de supporter la pression des conditions de haute mer. De plus, installer ce système d'injection de mousse sur le fond de la mer lui-même pourrait entraîner des complications. Après que tout soit mis en place, ils font face à un autre problème. S'assurer que la mousse se répand uniformément dans toute l'épave. L'intérieur du Titanic est super complexe, avec beaucoup de compartiments et de passages qui ont connu des jours meilleurs. Donc ils visent à remplir chaque recoin, sans endommager sa structure fragile. Pour déterminer où injecter la mousse, ils peuvent utiliser des scans sonars et des vidéos de l'intérieur pour aider à localiser les meilleurs endroits. Il est crucial qu'ils surveillent de près comment ils injectent la mousse aussi, car trop de pression pourrait nuire aux cloisons historiques qui maintiennent l'épave ensemble. Au fur et à mesure que la mousse remplit le Titanic, ils devraient commencer à flotter, mais ils doivent gérer le processus de levage avec soin. Ils devront éviter tout mouvement brusque qui pourrait causer des dégâts. Les équipes les surveilleront la mousse et la vitesse à laquelle elle est injectée pour s'assurer que le navire s'élève en douceur. D'autres idées ont été lancées, comme utiliser de la cire ou des boules légères pour déplacer l'eau, mais ces alternatives viennent avec leur propre lot de problèmes, comme le risque que la cire durcisse dans les tuyaux ou que les balles de ping-pong s'écrasent sous la pression. Au final, ces deux options auraient du mal à naviguer dans le design complexe de l'intérieur du Titanic et ne déplaceraient pas efficacement toute l'eau. Donc, bien que relever le Titanic ressemble à une aventure folle, la réaliser est bien plus compliquée qu'il n'y paraît.
Nous espérons que vous avez apprécié cette vidéo. Si vous voulez regarder plus de vidéos que nous avons faites pour vous, cliquez sur l'une d'elles à l'écran ou consultez la chaîne. Merci d'avoir regardé et on vous dit à la prochaine. Et